Salut tout le monde, c'est Edleton et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des Chroniques Musicales. Cette fois, on va se pencher sur Gringe et Orelsan et pour le coup, je pense que j'aurais pas besoin de vous les présenter étant donné leur place importante dans le rap français actuel. Bon, je tiens à préciser d'avance que je vais beaucoup plus parler d'Orelsan que de Gringe parce que même si le duo a connu son succès à travers les casseurs-flotteurs, c'est plutôt Orelsan qui porte le groupe et pour le coup, il y a plus de choses à dire sur lui. Il s'est professionnalisé très rapidement alors que Gringe n'avait pas cette ambition. Mais ce dernier a quand même tenu à accompagner son pote partout pour le soutenir. Cependant, il paraîtrait que Gringe prévoit de lancer sa carrière en solo. Reste donc à voir ce que ça peut donner et ça me semble plutôt intéressant étant donné que les deux artistes ont des univers très différents. L'avenir nous dira ce qu'il en est, mais avant, faut qu'on revoie les bases. Les premières années. On va commencer par les appeler par leur véritable nom puisqu'aucun pseudonyme ne leur était encore donné. Pour Orelsan, il s'agit d'Aurélien Cotentin et pour Gringe de Guillaume Tranchant. Et que ce soit l'un ou l'autre, aucun des deux n'est originaire de Caen, ville qui marquera leur rencontre et qui changera leur vie. Alors que Guillaume s'y installa en 2000 après avoir passé la majorité de son enfance dans la région parisienne, Aurélien, lui, y suivit sa famille 2 ans plus tôt suite à la mutation de son père. Avant ça, il habitait la petite ville d'Alençon, située en Normandie. À la base, il était plutôt branché rock et avait tendance à écouter des groupes du genre Nirvana, Iron Maiden ou Guns N' Roses. Mais ses potes de basket et de skateboard lui ont fait découvrir l'univers du rap dans lequel il s'est reconnu très rapidement. Il se met donc à rapper et finit par entendre parler d'un type qui aurait la même passion que lui et qui rapperait plutôt bien. Et justement, ce gars bosse dans un skate shop, alors il décide d'y passer et d'aller lui parler. À peine présenté, Aurélien lui propose de rapper avec lui. Ils vont donc manger un bout dans le resto mexicain du coin pour en discuter et le feeling passant plutôt bien, Guillaume est emballé. Aurélien et Guillaume sont donc rassemblés pour la première fois. Mais pour commencer la musique, il leur fallait un nom. Et ils choisirent de s'appeler les Casseurs-Flotteurs. Le nom fait référence au méchant de Maman j'ai raté l'avion et au mot flow, exprimant le rythme avec lequel un rappeur débite ses paroles. Et ils ont expliqué qu'ils trouvaient plutôt drôle de s'approprier le nom d'un binôme de cambrioleurs bancal parce que c'est un peu ce qu'ils venaient faire dans le rap, un espèce de cambriolage loupé. Si vous pensiez que l'appellation de casseur-flotteur était récente, c'est pas le cas. Et pour dire, le nom casseur-flotteur est même plus ancien que le pseudo Orelsan. Oui, parce qu'à la base il devait s'appeler Aurel et ça aurait dû rester comme ça. Mais bon voilà, écoutez son explication. À la base je m'appelais Aurel, c'était ça mon pseudonyme. Et en fait quand j'ai voulu déposer Aurel à la SACEM, ça existait déjà. Et donc j'étais dégoûté et c'est là que j'ai décidé de m'appeler Orelsan. Et en fait je me suis rendu compte, je sais pas, 4 ans plus tard, qu'en fait c'est moi qui l'avais déjà déposé. Ouais, c'est du Orelsan tout craché. Bon, je me fous de sa gueule, mais c'est le genre de truc qui pourrait m'arriver. Enfin bref, à ce moment-là, Orelsan s'appelle Aurel et Gringe s'appelle Gringo. Et jusqu'à environ 2007, ils produisent leur première chanson et leur premier clip en bon délire de potes. Du coup, ils font passer leur création par l'intermédiaire de MySpace et de YouTube. On pourra donc y trouver des titres comme Ramen, Saint-Valentin ou Sale pute. Et en 2004, ils sortent leur première mixtape nommée Fantasy épisode 1. Et je floute parce que si vous voulez, il y a des madames et des phallus sur la jaquette. Hop du succès. Malgré que tout ça soit parti d'un délire entre potes, Orelsan et Gringe s'améliorent à la fois en musique et en vidéo. Ils ont deux styles très différents mais réussissent à s'accorder pour trouver quelque chose de spécial. Mais alors que Gringe trouve une copine et reprend ses études, Orelsan lui amène ça plus loin et se professionnalise de plus en plus. Il va donc partir en solo mais sans vraiment rompre avec son ami Gringe puisqu'il le suit sur scène et est présent sur ses albums. En 2008, Orelsan est mis en avant et commence à se faire connaître grâce à une certaine médiatisation. Les deux titres faisant parler de lui à ce moment-là étant Changement, racontant sa vie en province, et No Life dont le clip est réalisé pour la première fois par un professionnel. C'est en 2009 qu'arrivera son premier album appelé Perdu d'avance, lui octroyant son premier gros succès. Faut dire, il finira tout de même disque de platine. Dans l'album, Orelsan parle des 20 premières années de sa vie, le tout de manière assez exagérée et avec un max de punchline, et il faut croire que ça a trouvé son public. Les instrus de l'album sont composés par Scred. Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais vous l'avez déjà entendu, puisqu'il a entre autres composé les musiques de Diams et de Booba. Le rendu sera donc plus pro que dans Fantasy épisode 1. L'album va le projeter sur le devant de la scène, et évidemment, on va un peu le comparer à tout le monde, comme les médias ont l'habitude de le faire, on va dire. On passe donc par Mike Skinner pour le côté rappeur et pris de morosité et d'ennui, TTC pour les textes crus et provocateurs, ou encore Eminem, mais là c'est juste parce qu'il fait du rap et qu'il est blanc en fait. Mais avoir du succès n'apporte pas que des bonnes choses, et ça, Orelsan va vite le comprendre. Polémiques interminables. Alors d'accord, quand on est un artiste un tant soit peu reconnu, c'est assez courant de provoquer des polémiques. Mais là, vous allez voir que c'est du haut niveau. Non pas pour ce qu'il a fait, mais plutôt pour les proportions que ça a pris. Bon, tout à l'heure j'ai évoqué deux chansons que Gringe et Orelsan ont postées dans le passé, Saint-Valentin et Sale pute. Et il faut dire qu'elles ont pas trop plu à un certain public. Ah oui, et tant pis si elles sont sorties en 2006 et qu'Orelsan a changé de registre entre temps. Maintenant qu'il a du succès, il faut bien lui casser les couilles. La polémique a vu le jour sur des blogs et vise particulièrement Sale pute qui serait accusé de faire l'apologie des violences conjugales. Mais ce qui a commencé comme une dénonciation sur internet
a fini par prendre une tournure politique. Le Front National dénonce la chanson, puis c'est au tour du Parti Socialiste et de l'UMP. Valérie Létard, ancienne secrétaire d'État sous Sarkozy, demande aux dirigeants de sites de vidéos en ligne de retirer la vidéo et soutient les associations souhaitant porter plainte contre le rappeur. Orelsan s'étonne du buzz et explique le côté fictif du clip. J'essaie de montrer comment une pulsion peut transformer quelqu'un en monstre. L'attitude de ce personnage me dégoûte, mais j'ai l'impression de représenter artistiquement la haine comme a pu le faire un film comme Orange Mécanique. Seulement, l'affaire va plus loin et Orelsan est déprogrammé de nombreux festivals. Il perd en tout une quarantaine de dates. Dans le tas, certains annulent sa prestation par pure volonté, alors que d'autres l'annulent par pression. Mais un d'entre eux prend particulièrement sa défense et choisit de maintenir Orelsan au programme malgré les menaces de représailles financières de François Bonneau, personnalité politique du Parti Socialiste. Ce festival, c'est celui du Printemps de Bourges et depuis ce jour, Orelsan les porte particulièrement dans son cœur car tout aurait pu s'effondrer pour lui s'ils avaient annulé sa prestation. Par la suite, Ségolène Royal sera également accusée de chantage de subvention. À ce moment-là, l'UMP va retourner sa veste et déclarer qu'il est intolérable de censurer Orelsan et Ségolène niera toutes les accusations qui lui sont portées mais se dira satisfaite de sa déprogrammation. Enfin bref, un bordel pas possible. Mais bon, tout ça c'est du passé. Aujourd'hui Orelsan a énormément changé et personne ne penserait à lui ressortir ses vieilles histoires. Ah, vous croyez? Le 9 février 2018, Orelsan met une claque monumentale au public des Victoires de la musique avec sa prestation de San et repart avec 3 prix. Tout va pour le mieux pour lui, mais 2 jours plus tard, une random fan de pétition en lance justement une pour retirer les prix d'Orelsan. Car je cite, outre le fait que des artistes étaient 100 fois plus méritants sur le plan purement artistique, ce qui est beaucoup plus grave et n'est pas acceptable, ce sont certains propos lus et entendus dans ses chansons. Et la pétition a atteint près de 100 000 signatures. Bon, alors j'aurais juste un truc à dire. Cher random, je ne prendrai pas la peine de t'expliquer qu'il s'est passé 12 ans entre le clip en question et les Victoires de la musique parce que cette pétition ressemble à un caprice d'enfant. Mais si tu tiens réellement à casser les couilles, je peux t'aider à te mettre à la page. Regarde, aujourd'hui il y en a qui chantent ça. Je vais te violer, je vais te violer, je vais te violer, te déshabille pas, je vais te violer. Bipolarité artistique. Si Orelsan touche beaucoup de monde, c'est parce qu'il change de ton en permanence. C'est assez incroyable de le voir passer de la déconnade au sérieux et de voir à quel point il est bon dans les deux. Malgré le fait qu'Orelsan paraisse très naturel dans ses musiques, comme s'il se livrait en permanence à son public, ses textes ne sont pas toujours le reflet même de ce qu'il ressent. Il s'inspire de son propre vécu, mais a tendance à l'exagérer et à le caricaturer pour l'intégrer à un personnage. Ça peut être une manière d'extérioriser ses pensées et ses ressentis, ou juste un moyen de se marrer un bon coup. En tout cas, ce sera réussi la plupart du temps puisque beaucoup de personnes se retrouveront dans ses paroles. Dans un registre très pessimiste, on peut trouver des chansons comme Suicide Social, dans laquelle on a un homme au bord du suicide crachant toute sa haine sur la société. D'ailleurs, l'idée lui vient directement du film La 25e heure et du personnage d'Edward Norton. J'emmerde ces pourris de flics qui enculent leurs suspects avec leur matraque, ou qui leur plantent 41 balles dans le corps, bien protégés derrière le mur bleu du silence. Vous trahissez notre confiance. J'emmerde les prêtres qui tripotent les gosses innocents avant d'aller dire la messe. J'emmerde l'église qui les protège, elle qui prétend nous délivrer du mal. A contrario, on a des fêtes de famille où Orelsan joue le rappeur blasé par les fêtes familiales, craquant et balançant ses 4 vérités à tous ses proches. Pour le coup, on est plus dans le cynisme et le second degré, la chanson fait rire et tout le monde s'y reconnaît à un moment donné. A noter que les 27 personnages du clip sont joués par Orelsan, alors imaginez le taf qu'il a fallu pour tourner ça. Si ça vous intéresse, il existe un making of du clip que je vous mettrai dans la description. Ah oui, et ne vous inquiétez pas, Orelsan n'est pas un homme si blasé que ça. Le truc qui est pas vrai, c'est que en vrai j'aime bien les fêtes de famille et ça me fout pas la haine. J'insiste là-dessus parce que ça me paraît important de se rendre compte qu'il ne faut pas prendre Orelsan au premier degré. Je sais que beaucoup de gens le font et quand ça touche des musiques un peu provocatrices, bah ça fait des polémiques comme avec Sale pute ou Saint-Valentin. L'éternel adolescent. Un des thèmes qui revient très fréquemment dans les chansons d'Orelsan est son rapport au passé. D'une part, et ce depuis le début, il nous balance tout un tas de références à la génération Y. Alors oui, selon l'âge ça parlera à plus ou moins de personnes, mais ça englobe quand même pas mal de monde. Dans son premier album Perdu d'avance, on a un Orelsan qui décrit le quotidien ennuyeux d'une ville de province avec une allure je m'en foutiste et un sentiment de faire du surplace. Quelque part, il avait l'envie de réussir ses projets, mais la flemme d'aller jusqu'au bout. C'est quelque chose qui devrait parler à beaucoup de monde, surtout à cette époque où la jeunesse actuelle n'a jamais été aussi perdue. Et en racontant ces histoires de mecs paumés, un peu branleurs et fans de manga, Orelsan touche toute une génération de jeunes ne sachant pas quoi foutre de leur avenir. Et si je suis aussi cru, c'est parce que j'en fais partie. Mais justement, si ce public existe et se reconnaît en Orelsan, c'est qu'il y a une raison. Cette raison, c'est qu'on a dit à cette génération que leurs rêves n'avaient jamais été aussi réalisables, tout en leur faisant comprendre que tenter de les atteindre était du temps perdu. Et dans son dernier album, il répond à ses inquiétudes du passé, et par la même occasion, celles de toutes les personnes dans sa situation. T'as juste besoin d'une passion, donc écoute bien les conseillers d'orientation et fais l'opposé de ce qu'ils diront. En gros, tous les trucs où les gens disent tu perds ton temps, faut que tu te mettes
mettre à fond dedans et que tu t'accroches longtemps. Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Dire j'ai pas de matos ou pas de contact, c'est un truc de victime. Mais mine de rien, dans son second album, il parle du désenchantement que peut apporter la célébrité. Réussir ses projets artistiques lui a montré une autre vision des choses, et même s'il est heureux dans sa vie actuelle, il est épris de nostalgie des simples plaisirs d'antan. Il explique qu'être mis sur un piédestal peut devenir un piège et qu'il faut prendre le contrôle sur sa célébrité avant qu'elle ne le prenne sur vous. Sinon, la vie devient rapidement fade et inexcitante. Ça, il l'a bien compris, et c'est la raison pour laquelle il reste simple et rattaché à son passé. Car après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. Le retour des casseurs-flotteurs. Cette volonté de renouer avec les déconnettes du passé y a certainement contribué, et c'est ainsi qu'en 2012, Orelsan annonce qu'il veut sortir un nouvel album, cette fois-ci en collaboration avec son pote Gringe. Et il l'avait d'ores et déjà invité dans Ils sont cool, et le délire avait plutôt bien fonctionné. C'est en juillet 2013 qu'Orelsan poste le clip de Bloqué, premier extrait de l'album. Là, c'est un tournant pour Orelsan et un renouveau pour Gringe. Les casseurs flotteurs sont de retour, bien loin de leur première mixtape. L'ambiance n'est pas du tout la même qu'avec Orelsan en solo, ici on rentre dans un délire entre potes. Lorsque l'album sort, il est très rapidement encensé par la critique pour sa construction. En gros, il raconte une seule et même histoire se passant dans une journée, et chaque morceau comporte une heure en particulier, commençant à 14h58 et se finissant à 6h16. L'histoire, c'est celle des deux rappeurs galérant à trouver un bon morceau pour leur producteur. Ils finissent dans une soirée arrosée, s'illustrent dans tous les excès, et de retour chez eux, ils écrivent la chanson en question. Des histoires à raconter. Et là, pour le coup, ça se rapproche beaucoup plus à ce qu'Orelsan avait l'habitude de faire, ce qui montre que même à deux, ils sont capables de gérer l'humour et le sérieux. Le but de l'album était de suivre les deux acolytes dans leur quotidien le plus quotidien. Ils voulaient écrire sur leur immobilisme, sur les journées où ils ne font rien, mais où il se passe plein de choses. Le genre de journée où les milliers de discussions inutiles sont fondatrices de quelque chose. Et c'est une idée qu'ils reprendront plus tard, car la musique n'est finalement pas l'unique domaine artistique dans lequel ils comptent laisser leurs traces. Un pas dans le cinéma. Dans la continuité du retour des casseurs flotteurs et dans la volonté de glorifier l'époque où ils n'avaient pas encore de nom, arrive Bloqué, une nouvelle série télévisée mettant en scène Gringe et Orelsan. Elle est créée par Navo et par Kian Kojandi qui avaient déjà cartonné avec Bref, leur première série. Mais cette fois, beaucoup moins d'acteurs sont présents et la mise en scène est simplifiée. C'est l'histoire de deux branleurs qui discutent sur leur canapé et qui attendent qu'il se passe quelque chose. Le pitch est simple et tourne tout simplement autour de discussions qui partent en couille. Pour le coup, Bloqué se rapproche donc plus d'une série comme Caméra Café que comme Bref. Elle rappelle à Gringe et Orelsan une époque où la célébrité ne les avait pas encore atteints et leur permet de prendre la parole sur certains sujets tout en restant dans la peau de personnages fictifs. Bon, encore une fois, il y a toujours des gens pour gueuler et ils seront accusés par quelques militantes féministes de donner une image stéréotypée de la femme. Navo répond en expliquant qu'il se caractérise lui-même féministe, mais qu'il faut faire la part des choses entre les pensées de ses personnages et ses propres idées. Pour fermer la polémique, les auteurs décident de consacrer un épisode au féminisme, montrant sur le ton de l'humour que les hommes tireraient aussi profit de l'égalité homme-femme. Mais pourquoi on les aime pas, les féministes, déjà? C'est ce que je te dis, c'est pas les féministes qu'on aime pas. C'est juste les connasses. Il est à noter qu'on trouve un troisième personnage dans Bloqué qui n'est autre que Serge le Mito joué par Jonathan Cohen. À chacune de ses apparitions, il raconte une histoire tirée par les cheveux et le plus ouf dans tout ça, c'est que c'est totalement improvisé. En tout cas, le personnage aura suffisamment plu pour qu'une série dérivée autour de lui soit créée par la suite. Une série télévisée c'est bien, mais Gringe et Orelsan voient plus grand. Et c'est peu de temps après qu'avec Christopher Offenstein, il travaille sur un long métrage. Ainsi voit le jour Comment c'est loin, racontant l'histoire de deux mecs un peu losers et galérant à terminer une chanson. Leur producteur leur pose un ultimatum exigeant un titre terminé dans les 24 heures, et à partir de là, les gars vont devoir s'activer. Le film s'inspire de leur vie, mais n'est pas autobiographique pour autant, puisqu'il laisse place à beaucoup de fiction. Bon, il y a recyclage, mais ils assument eux-mêmes que le film est une extension de l'album Orelsan et Gringe sont les casseurs flotteurs. Mais pour l'occasion, ils ne voulaient pas réutiliser les musiques de cet album. C'est pourquoi ils en écriront un deuxième, qu'ils sortiront en même temps que le film et qui représentera sa bande originale. Au final, le film est une bonne expérience, les acteurs, qui au passage sont pour la plupart amateurs, s'en sortent très bien, et le film est plutôt bien reçu. Passage vers l'âge adulte. Après avoir fait une pause dans sa carrière solo, Orelsan met un pied dans le cinéma mais également dans la mode. Avec l'aide de Sébastien Strapazon, il crée sa propre marque, Avenir, qui collaborera avec Umbro pour une vingtaine de pièces. Bref, c'était un aparté sur lequel je voulais m'égarer vu qu'Orelsan porte cette marque H24 depuis ce moment-là. C'est d'ailleurs le cas dans les clips de son dernier album dont on va parler maintenant. La Fête est finie est donc le troisième album d'Orelsan et était très attendu, surtout depuis l'annonce faite via le clip de Basic qui a eu un succès phénoménal sur internet. Encore une fois, l'album est bipolaire et nous amène sur des sujets à la fois légers comme des fêtes de famille ou des histoires graves comme Tout va bien. Il y dénonce l'hypocrisie de la société qui ferme constamment les yeux face à de nombreux problèmes qui se passent dans le monde, une tendance à dire que tout va bien alors que ce n'est pas le cas dans de nombreux pays. Ici, il vise l'Ukraine et dans l'histoire de la musique, il raconte des mensonges candides à un enfant pour masquer la triste réalité, un peu à la manière de La vie est belle. Mais l'enfant n'est pas dupe et il terminera le clip avec une phrase en ukrainien qui sera traduite Tout va bien mais qui veut en réalité dire je ne crois pas à ce qui est écrit. Ніколи не вірь тому, що написано. Ніколи не вірь тому,
L'album comporte également des titres comme San ou Note pour trop tard dans lesquels Orelsan évoque une nouvelle fois la vie d'artiste et la peur de vieillir. Mais passer à l'âge adulte n'est pas une mauvaise chose en soi et ça ne l'empêchera pas de rester qui il est. Le titre de son album fait donc plutôt référence à son évolution dans la musique. Depuis ses débuts, il progresse déjà de manière hallucinante, mais ce qu'il cherche à nous dire, c'est que ce n'est que la fin du début de sa carrière. La fête est finie, l'adolescent grandit et son avenir musical sera encore plus inouï. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris des choses intéressantes. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et me soutenir sur Tipeee. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, ciao.